Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce CAFN. CAFN, c'est un cursus de formation qui est ouvert à tous, qui est disponible sur le web et qui nous propose d'aborder une thématique avec une première saison de 5 épisodes. Et si vous avez des commentaires, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien dans ces cas-là, on vous proposera une deuxième saison sur la même thématique. 5 épisodes. Donc, le premier épisode aujourd'hui sur les learning data. Et nous avons la chance pour aborder ce sujet d'avoir Jonathan Potier. Et nous avons une double chance, c'est d'avoir Sylvie Clark qui va le questionner sur des questions de learning data. Sylvie? Oui, bonjour Stéphane, bonjour Jonathan. Je suis ravie de commencer ce CAFN avec Jonathan Potier que je vais présenter rapidement. Donc Jonathan est un expert dans le domaine du management de la formation. Il a travaillé une dizaine d'années auprès d'entreprises, d'organismes de formation et les a conseillés sur les politiques de formation et notamment sur le thème de l'efficacité et de la performance de la formation. Il est par ailleurs titulaire d'un doctorat dans le domaine du management des ressources humaines et la thèse qu'il a occupée pendant de nombreuses années portait sur l'évaluation de la performance de la formation de l'entreprise par une approche systémique. Il a également écrit un livre qui porte sur l'évaluation de la formation qui est paru aux éditions Duno. En bref, c'est un spécialiste de l'évaluation de la formation. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. On va entrer dans le vif du sujet. Et Jonathan, je vais te demander finalement, l'évaluation d'abord, c'est quoi? À quoi ça sert d'évaluer une formation également? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que l'évaluation? Alors, c'est vrai que c'est important de revenir vraiment au sens des mots, parce qu'on parle beaucoup d'évaluation en formation professionnelle. C'est important de vraiment définir chaque terme. L'évaluation, c'est porter un jugement de valeur. Donc, c'est forcément déjà subjectif. Donc, on pourra y revenir, mais lorsqu'on parle d'évaluation, c'est pas, on va dire, c'est incorrect de parler d'évaluation lorsqu'on dit c'est une évaluation objective de la formation, etc. Une évaluation, c'est par définition subjectif. Donc, c'est porter un jugement de valeur. Et lorsqu'on parle d'évaluation formation, idéalement, ça veut dire qu'on se prononce, on porte un jugement de valeur, mais en se basant sur des mesures. Donc, l'évaluation repose aussi sur des mesures. Des mesures, ça va être par exemple des indicateurs ou des tracés, vraiment des choses liées à des normes, à des référentiels. Donc ça, c'est quelque chose, la mesure, pour le coup, elle peut être objective. Donc on a des mesures et grâce à ces mesures, on va étudier un peu les mesures que l'on a, les données, les résultats et on va porter un jugement de valeur et c'est là où on va avoir cet acte qui est l'évaluation. En fonction des informations à ma disposition, des mesures que j'ai à ma disposition, des résultats, des indicateurs que j'ai, quantitatifs, qualitatifs, peu importe, je vais me prononcer et dire oui ou non, est-ce que cette formation était alors, de qualité, efficace, efficiente. Après, il y a beaucoup de champs en tout cas, auxquels s'applique l'évaluation. D'accord, donc c'est finalement une approche subjective, c'est un ensemble de mesures qui vont nous permettre eh bien de pouvoir voir effectivement en quoi la formation va être efficace. Mais efficace par rapport à quoi? Est-ce qu'il faut au départ définir des attentes de la part des apprenants, de la part de l'équipe de formation de l'entreprise, de la part de la direction de l'entreprise, des objectifs? Finalement, c'est évaluer par rapport à quoi? Alors, bonne question. C'est vrai que tout part, lorsqu'on évalue, on évalue toujours par rapport à quelque chose, à un point de départ. Je parlais de référentiel. Donc, il faut savoir qu'est-ce que l'on évalue et par rapport à quoi. Lorsqu'on évalue, si je prends l'exemple de l'évaluation de l'efficacité de la formation, l'efficacité, c'est vérifier que la formation a pu atteindre des objectifs, a pu générer des résultats. Donc, est efficace par rapport à quoi? Est efficace par rapport à des objectifs que l'on s'est fixés initialement. Encore faut-il savoir quels objectifs. Et là, c'est vrai que ça peut être très bien les objectifs des apprenants eux-mêmes. Donc, lorsqu'on leur demande quelles sont leurs attentes par rapport à la formation, on n'est pas très loin de cette notion d'objectif. Ça pourrait être les objectifs des commanditaires. Ça peut être une direction générale ou une direction opérationnelle qui souhaite, qui passe, entre guillemets, commande d'une formation et veut vérifier derrière que cette formation a permis, par exemple, d'accroître
le chiffre d'affaires pour une direction commerciale. Ça peut être le responsable formation qui passe commande et qui a ses propres objectifs. Donc, il faut nécessairement clarifier en amont ses objectifs, savoir les objectifs de qui, et donc derrière, mettre en œuvre tout un ensemble de mécanismes, c'est ça l'acte d'évaluation, pour vérifier que ces objectifs ont été atteints. Donc forcément, lorsqu'on évalue l'efficacité d'une formation, on doit savoir quels sont les objectifs à la base. Et l'évaluation, je l'ai dit souvent un peu sous forme de boutade, mais c'est 50% du travail qui est fait en amont pour identifier ces objectifs et 50% en aval pour vérifier qu'on a bien atteint ces objectifs. Dans un monde qui change d'environnement, on parle d'ubérisation, etc., est-ce qu'il est facile de déterminer des objectifs stables? Alors, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Là, le fait d'avoir des objectifs, c'était déjà compliqué pour pas mal de professionnels de la formation lorsqu'on était déjà dans une logique un peu de plan de formation. On se disait, voilà, j'établis un plan de formation sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, etc. Et c'était déjà un vrai challenge d'identifier des vrais objectifs de formation. C'est-à-dire que souvent, on avait des plans de formation qui étaient construits plutôt dans une logique un peu de catalogue. On avait des listes de titres, de stages, etc. Et donc déjà là, pour moi, c'était surprenant, vraiment, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'évaluation, de me dire, les objectifs, c'est pas monnaie courante, c'est pas chose courante. C'est difficile parfois d'en avoir des corrects, suffisamment concrets pour permettre de faire une évaluation. Et alors, plus les choses se précipitent, plus les choses s'accélèrent, et du coup, plus ça devient difficile, effectivement, d'avoir des objectifs. Je fais le lien un peu avec tous les dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, où lorsqu'on était dans une logique vraiment de compétences, finalement, les compétences correspondaient, je simplifie volontairement un peu le trait, mais aux objectifs, les compétences et les objectifs étaient à peu près le même objet qui permettait l'évaluation. Et là, lorsqu'on ne sait même pas dans 1 an quel sera notre métier, quel sera l'état du carnet de commandes, et est-ce que l'entreprise sera encore en vie, etc. Donc déjà, la notion même de plan de formation peut être questionnée, peut être revisitée. Et donc, identifier les objectifs dans ce cadre, ça pose question. Et donc, ça mérite, à mon sens, on aura l'occasion certainement d'y revenir, mais de se reposer des questions aussi sur la manière dont on peut former, sachant qu'on va de moins en moins vers une logique un peu de cycle en V, où j'identifierai un peu en amont des objectifs à différents niveaux, je fais une formation et je vérifie derrière si ces objectifs ont été atteints. On raccourcit les cycles, on raccourcit les temps. Donc, on est presque là dans un mode de méthode agile où on va plutôt, je dirais, avoir une approche par sprint. Voilà, parce qu'on a des durées de cycle qui sont de plus en plus courtes. Exactement. C'est vraiment perdre du temps pas amont. Effectivement, on va essayer d'avoir une rapidité. C'est ça de réaction. Tout à fait. Ça n'est pas cohérent, de mon point de vue, d'avoir, comme j'ai déjà pu l'observer, des cahiers des charges de 250 pages, parfois même sans objectif, et on nous envoie des cahiers des charges de 250 pages, et on prévoit un parcours de formation qui va s'étendre parfois sur 1 an, voire plus, alors que, durant cette année, déjà, on sait très bien que les apprenants vont évoluer par eux-mêmes. Donc, si on est capable, sur 1 an, de prédire exactement quel est le parcours, ce qu'ils vont apprendre, la manière dont ils vont réagir, etc., c'est très fort, mais je n'y crois pas personnellement. En tout cas, j'y crois de moins en moins, dans ce contexte, encore une fois, très, très changeant, très mobile, très mouvant. Et premièrement, et puis deuxièmement, ça signifie qu'on a pensé à même la conception pédagogique même de la formation. On a vraiment pensé à tout. Ça, je n'y crois absolument pas. Encore une fois, le principe, pour en revenir des méthodes agiles, c'est de dire que le client, l'utilisateur, saura ce dont il a besoin au fur et à mesure où il va utiliser le produit. Et donc, l'apprenant va prendre conscience lui-même de ses propres besoins au fur et à mesure qu'il va apprendre. Donc, tout ça fait que c'est un véritable challenge aussi pour l'évaluation de la formation. On n'est plus dans une logique linéaire de la formation et dans une logique effectivement plutôt agile. On gagnerait à s'inscrire à des méthodes agiles pour les appliquer à la formation.
Donc, ça nous incite à revisiter aussi la manière dont on va évaluer l'efficacité de ces mêmes formations. On est dans un contexte… Pardon. Pour rebondir aussi, on est dans un contexte où, suite à la réforme de la formation professionnelle, l'évaluation de la formation prend tout son sens aussi parce qu'on est dans une logique maintenant de performance et moins dans une logique de dépense. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que le cadre légal a fortement évolué. Alors, depuis la loi de 71, un peu la loi fondatrice, alors cette loi a permis en tout cas vraiment de développer, entre guillemets, le marché de la formation en France. Donc c'est vrai qu'en France, lorsque nous on discutait avec des Américains, on est un peu observé comme étant quasiment des précurseurs. Ça qui est intéressant, c'est que on se dit, finalement, en France, comme il y a eu des moyens qui ont été alloués à la formation, on regarde la France en disant, ils ont eu des moyens, donc ils ont pu expérimenter, tester pas mal de choses, etc. Donc c'est vrai que ça a permis vraiment de développer la formation, mais vraiment dans une logique de moyens. Tout était centré sur, il faut développer l'accès à la formation, et donc d'ailleurs on continue à en parler actuellement, développer l'accès à la formation pour les demandeurs d'emploi, pour les moins qualifiés, etc. Mais tout était axé sur la logique de moyens. Et rien que le feu DIF, lorsqu'on parlait de droit individuel à la formation, c'était bien un droit. Donc, la formation était un objet social avant tout. Maintenant, la réforme de la réforme a permis d'en faire un objet aussi économique. Et de se dire, les droits, c'est une chose, mais il y a aussi, quelque part, une obligation. Donc, une obligation, évidemment, toujours d'adaptation au poste. Hein, le salarié, le collaborateur a des droits à la formation, mais quelque part, c'est aussi de sa responsabilité d'actualiser, de rester employable, d'actualiser ses compétences, etc. Mais tranquillement, le cadre juridique s'est un peu relâché. Et on tend à évoluer, de mon point de vue, vers un modèle un peu plus anglo-saxon, où il y aurait moins d'obligations légales, moins d'obligations réglementaires. À ma connaissance, il n'y a qu'au Québec où il y avait à peu près l'équivalent de ce que l'on a en France. C'est-à-dire une participation financière à la formation à hauteur d'un certain pourcentage. Au Québec, c'est la loi du 1%. Mais partout ailleurs, je n'ai jamais vu ça. Donc, on cadre moins la formation. Il y a moins de droits de la formation, un système un peu plus souple. Et par contre, on va davantage regarder toutes les questions de qualité, d'efficacité, de rentabilité des formations, en s'assurant que lorsque l'on forme, on forme vraiment parce que c'est utile, parce qu'on y a un intérêt. Et je prends juste un exemple. Aux États-Unis, ça n'est pas rare de voir des salariés investir au sens littéral, au sens financier du terme, dans leur propre formation. Ils vont quasiment être prêts à contracter un prêt bancaire pour payer leur formation, mais parce qu'ils savent très bien derrière que ça va avoir un impact sur leur carrière, sur leur rémunération. Donc l'investissement est logique. En France, hormis dans le cadre de la formation initiale et la formation diplômante, c'est plus rare, je pense, d'avoir des personnes qui vont voir leur conseiller bancaire pour dire « je veux faire un prêt, moi salarié, actuellement en poste, parce que je veux suivre un MBA, par exemple, qui va coûter 30-40 000 euros, parce que j'espère que ça va avoir un impact sur ma carrière. » Donc, voilà, il y a vraiment des mouvements et on va encore une fois vers un cadre beaucoup plus souple de la formation, avec moins d'obligations légales, moins d'obligations réglementaires, où on dira finalement charge aux entreprises de former. Si elles n'ont pas compris ça, la loi darwinienne, on va dire, fera le reste. Très bien. Donc, d'où l'importance de l'évaluation aujourd'hui au sein des directions des ressources humaines, des services des formations. Et quelles sont finalement aujourd'hui les pratiques en France dans les entreprises en termes d'évaluation de formation? Tu parlais des États-Unis, du Canada. Est-ce qu'aujourd'hui, la France, qui était dans une logique de moyens, de dépenses, eh bien, elle a investi justement dans des pratiques liées à l'évaluation de la formation? Alors, pas énormément en fait. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet, donc ça remonte à 2004, ça fait quelques années maintenant. Honnêtement, l'évaluation de la formation, ce n'était pas le sujet qui faisait se soulever les foules, en tout cas dans la formation. En France, je veux dire, on a eu beaucoup de moyens, et donc, encore maintenant,
on reste surtout intéressé par toutes les questions de pédagogie, notamment. Quelle est la meilleure manière d'apprendre, comment apprendre, la place de l'apprenant, etc., l'expérience d'apprentissage. Donc, on reste très axé sur la pédagogie. Et la question de l'évaluation, des résultats, de la performance, elle a été un peu passée sous silence. Alors, au début, j'ai longtemps pensé que c'était dû notamment à notre système de la formation, comme je le disais, qui était longtemps focalisé sur les moyens. Et en fait, j'ai remarqué que c'était un phénomène, un fléau, je le terme, quasiment mondial. C'est-à-dire que partout dans le monde, c'est pas. Au début, je faisais même un peu du Friends bashing. Hein, je m'en veux maintenant. Je disais, bah, ça, c'est la France, hein, c'est habituel, etc. Voilà. Moi, le ch'ti français, j'osais dire ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que partout dans le monde, on évalue assez peu, encore maintenant. Ça tend à se développer, mais l'efficacité des formations. Donc, c'était pas dû. En tout cas, nos études ont montré que c'était pas dû forcément au système, en tout cas légal. Par contre, une chose qui change, c'est le contexte économique. On demande à toutes les fonctions de l'entreprise, y compris la fonction RH, la fonction formation, de faire des efforts. Et donc, on leur dit, voilà, maintenant, vous n'êtes plus dans une logique où vous savez qu'il y a un budget de formation, vous savez que c'est important de faire de la formation, donc il faut le dépenser. Et en France, on avait des obligations légales assez contraignantes à ce niveau-là. Maintenant, on dit finalement, on va faire les choses, mais uniquement si derrière, on est capable de montrer, entre guillemets, qu'il y a un retour sur un investissement. Et donc, tranquillement, ça rentre dans les mœurs. Et ça, c'est appuyé aussi par le fait qu'il y a une diversification des modalités pédagogiques. On n'est plus dans le sacro-saint stage de formation. On sait que maintenant, il y a beaucoup d'autres modalités. Tout ce qui est digital learning permet aussi de varier les modes d'apprentissage. Et donc, forcément, plus on a de choix, plus se pose la question des choix et de la pertinence de ces choix. Donc, je ne peux plus aller voir une direction en disant écoutez, plutôt que de faire un stage de formation en présentiel, on va faire passer tout le monde sur du e-learning, faire de la formation en ligne, etc. Si je ne peux pas être capable de montrer que cela se fera à coût moindre ou à coût maîtrisé, à coût constant, à ISO, et surtout avec de meilleurs résultats. Donc, de plus en plus, je dois, moi, devenir un gestionnaire dans le sens où je vais faire la démonstration que ce que je vais faire, en tout cas, je vais, on va dire, faire des choix censés raisonner et que j'ai des indicateurs pour prouver que j'ai fait les bons choix. En tout cas, si je n'ai pas fait les bons choix, que la prochaine fois, je ferai de meilleurs choix, un peu dans une boucle de rétroaction, d'amélioration continue. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que ça vient aussi du fait que c'est plus pratique d'avoir des systèmes d'évaluation à partir des budgets, où là, on est tous d'accord de l'argent dépensé, et donc on se dit, s'il y a un investissement, c'est qu'on a dépensé plus, ce qui était le cas du XXe siècle, alors que quand on parle de performance, de retour sur investissement, c'est beaucoup plus flottant ou sujet à interprétation. Et donc, ça veut dire que, par exemple, les partenaires sociaux ont préféré des systèmes beaucoup plus objectifs, qui à l'époque marchaient très bien, ça a permis de belles choses, mais qui effectivement, aujourd'hui, trouvent un peu leurs limites. Est-ce que ça ne vient pas plutôt, cette dimension-là, d'un outil qui se permette d'être partagé par tout le monde? Oui, c'est possible. C'est vrai que, surtout que les différents acteurs ne mettent pas on va dire, les mêmes significations derrière les mêmes mots. Donc, lorsqu'on parle en direction retour sur investissement, pour elle, c'est clair. Elle est dans une logique comptable, financière, etc. Tu parlais des partenaires sociaux. C'est difficile d'amener actuellement les partenaires sociaux dans une réflexion sur l'efficacité de la formation, le retour sur investissement, etc. Alors que pendant des années, on leur a présenté des indicateurs de moyens. On leur parlait budget, on parlait taux d'accès à la formation, nombre de personnes, nombre d'heures, etc. Et finalement, le cadre légal était assez confortable à ce niveau-là. On leur présentait plus ou moins, grosso modo, les indicateurs du bilan social. Tout le monde était d'accord avec ça. Et on savait que voilà, c'était bien si on augmentait un peu les volumes, le budget, etc. Alors qu'aujourd'hui, faire la démonstration à des partenaires sociaux, leur dire par exemple, écoutez, on va peut-être réduire le nombre d'heures de formation au sens classique du terme, le présentiel par exemple, etc. Mais par contre, on va travailler sur l'environnement des collaborateurs de manière à ce qu'ils soient davantage dans un environnement propice à l'apprentissage, qu'on favorise l'apprentissage par les pairs, on va essayer de travailler de manière à ce que les managers soient eux-mêmes
des facilitateurs, etc. C'est pas évident, ça se fait pas du jour au lendemain. Et le défi, à mon sens, comme je dis souvent, le défi de l'évaluation, il n'est pas tant technique, il est surtout culturel, organisationnel. C'est comment on change la représentation qu'ont les acteurs de la formation dans l'entreprise. Et c'est parfois à se demander s'il ne faudrait pas complètement supprimer le mot formation, qui est très connoté, qui est très porteur finalement de l'acte de formation, et le remplacer vraiment par l'apprentissage, tout simplement. Mais qui lui aussi est très connoté en France. Lorsqu'on parle d'apprentissage, on pense tout de suite alternance, contrat d'apprentissage. Très bien. Je voulais juste revenir, Jonathan, tu parlais de ROI, finalement, de la formation. Comment on arrive à calculer un ROI de la formation? Parce que c'est tellement difficile d'avoir un retour concret, quelle preuve tangible, finalement, de l'efficacité de la formation? Oui, alors c'est une question, c'est peut-être la question de l'évaluation. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un épisode ultérieur, mais pour faire simple, déjà, derrière, je parlais du sens des mots. Lorsque une direction parle de ROI de la formation, lorsqu'elle attrape un ou une responsable formation et qu'elle lui dit quel est le retour sur investissement de ce que tu fais, de tes actions, de ta formation, etc., souvent, c'est vrai que le réflexe qu'on a, c'est de dire, voilà, on me demande mon retour sur investissement, déjà, passez-moi l'expression, mais c'est mal barré. C'est-à-dire que lorsque on vous demande quel est le retour sur investissement de ce que vous faites, c'est que vous êtes déjà un peu sur la sellette. Et derrière, c'est pas forcément on n'a pas en tête la formule classique de retour sur investissement, à savoir bénéfice moins coût de la formation. C'est-à-dire qu'une direction qui demande quel est ton retour sur investissement, et si je lui demande qu'est-ce que tu entends par retour sur investissement, en fait, souvent la question c'est plutôt montre-moi que j'en ai pour mon argent, montre-moi que la formation a servi à quelque chose. Donc, on aura l'occasion de revenir sur vraiment la méthode de calcul, parce que ça reste quand même possible. C'est méthodologiquement compliqué, mais ça reste possible d'estimer, pas de mesurer précisément, mais d'estimer le retour sur investissement d'une formation. Mais en fait, souvent, on constate que c'est une demande, on va dire, c'est une demande qui est autre, en fait. La raison derrière, c'est plutôt, tu ne m'as pas assez donné de preuves, d'indicateurs pour démontrer que la formation servait à quelque chose. Donc, je pars dans l'extrême et c'est montre-moi que lorsque je mets 1 euro dans la formation, combien ça me rapporte concrètement. Et il y a des recherches qui ont montré que plus, en tant que responsable de la formation, plus on évalue et plus on présentait des résultats aux directions générales, moins elles demandaient en fait avoir de résultats, moins elles demandaient la preuve de ce retour sur investissement. Donc, il y a un manque affectif quelque part qui est de dire finalement, je n'ai pas eu assez de preuves, donc maintenant, montre-moi que tu m'aimes. Je vais te montrer que je t'aime. Mais par contre, si tu m'aimes tout le long de l'année, je ne t'embêterai pas pour que tu me donnes des choses. Donc ça ne s'applique pas. Ça s'applique à tout, y compris au retour sur investissement. Très bien. Et alors, pour continuer sur cette idée générale de l'évaluation de la formation, finalement, est-ce qu'il y a des formations qui seraient plus faciles à évaluer que d'autres? Alors, j'en reviens à la question des objectifs. Oui. Ce que j'observe, c'est que plus une formation est technique, par exemple une formation liée à un outil. Je vais suivre une formation Excel niveau 2, je dois être capable de créer des tableaux croisés dynamiques. Bon, derrière, voilà, les objectifs sont clairs, on sait à peu près pourquoi on va en formation. Derrière, c'est assez simple de vérifier que je sais faire quelque part, que je suis capable être capable de. Si c'est une formation, je dois vendre un produit. C'est un produit nouveau dans l'entreprise. Je suis dans une banque et on vend des produits, un nouveau produit d'épargne. Je vérifie que je connais les caractéristiques du produit, j'ai les bonnes phrases, je maîtrise l'argumentaire. Plus c'est technique, lié à un outil, lié à un produit, etc., plus je trouve ça facilement évaluable. Parce que les objectifs sont assez clairs, ils sont concrets, on est capable d'avoir des objectifs qui décrivent des pratiques qui vont être observables et mesurables en situation de travail. Par contre,
pour les formations qui sont un peu plus comportementales, managériales, qu'on appelle les soft skills. Oui. Plus on est, entre guillemets, dans des compétences, c'est pas un joli terme, mais un peu plus flou, plus c'est difficile. Parce que déjà, la commande à la base, les objectifs ne sont pas toujours très clairs. J'ai eu ce cas à maintes reprises. On envoie des personnes en formation parce qu'on sait derrière que cette formation-là, elle est intéressante et ça va leur faire du bien. Mais faire du bien, ça, c'est terriblement subjectif. Comment on vérifie que la formation a fait du bien aux collaborateurs? Parce que ça leur permet, donc véridique, comme réponse aussi, ça leur permet de prendre l'air, ça leur permet d'aller au vert, etc. Ce à quoi je rétorque, offrez-leur des jours de congé. Enfin, dans ce cas-là, n'utilisez pas la formation, ne nuisez pas à l'image de la formation en utilisant une formation pour en faire une forme de rétribution avec un petit séminaire au vert où finalement l'objectif n'est pas d'apprendre. Voilà, la finalité de la formation, ça reste quand même d'apprendre pour le collaborateur. Mais ça n'empêche que ces formations-là peuvent être évaluées, si on est d'accord, sur les objectifs. J'ai comme ça une étudiante qui fait son mémoire sur l'évaluation et elle travaillait chez un opérateur assez connu de téléphonie, entre autres. Et c'était une formation sur les risques psychosociaux. Donc, elle me disait, mais les risques psychosociaux, c'est plutôt une attitude, c'est quelque chose qui, voilà, c'est plutôt cognitif, etc. Je dis, non, les managers qui vont être formés à ça, ils vont bien faire des choses différentes une fois qu'ils seront formés. Et en la questionnant, elle a fini par lancer le fait que, voilà, il était prévu que les managers aient, par exemple, un brief, une réunion d'équipe hebdomadaire, par exemple, tous les lundis avec leurs collaborateurs, pour essayer d'identifier et de prévenir les risques psychosociaux. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est observable, mesurable, un objectif clair, concret. Donc, ça permet, en tout cas, de faire une évaluation de cela. Mais il faut toujours être très clair sur les objectifs à la base. Alors, ça, pour les formations assez classiques. Après, il y a d'autres modalités de formation. Je pense notamment aux ateliers de co-développement. Oui. Où, lorsqu'on co-construit quasiment les objectifs avec le formateur. C'est-à-dire qu'on va en formation, a priori, on a des besoins plus ou moins explicites, plus ou moins implicites, et c'est pendant la formation, on va travailler sur des choses concrètes, on va bâtir des plans d'action, etc. Et donc, c'est dans le cadre de la formation que l'on va seulement construire les objectifs. Donc là, ça signifie qu'on n'est pas dans une logique où vous avez un bataillon d'apprenants, vous avez 10 personnes qui arrivent en formation avec les mêmes objectifs, type formation différente, la direction générale forme tout le monde, il faut que tout le monde applique de la même manière. Mais là, chacun va avoir un peu son plan d'action individuel. Donc, ça n'empêche pas, l'évaluation reste possible, mais que ce soit avant la formation pour tout le monde ou pendant la formation de manière individuelle et spécifique, il faut nécessairement qu'il y ait ce travail de définition des objectifs. Donc, c'est peut-être un peu moins évident pour les formations plutôt comportementales, managériales, mais ça reste possible. Il faut juste se mettre d'accord sur le livrable. Est-ce que justement, c'est pas là où on doit amener une distinction entre ce qu'on veut évaluer, soit c'est une connaissance, oui, avec bien sûr un référentiel, une taxonomie, donc une façon de classer les connaissances, ou un comportement? Oui, complètement, c'est vrai. C'est vrai que, alors, moi je le remarque souvent, c'est dans la formulation, lorsqu'ils sont présents, des objectifs de formation. C'est-à-dire, si j'ai des objectifs plutôt flous, à l'issue de la formation, la personne devra connaître ou devra être sensibilisée ou devra maîtriser. Bon, ça ne décrit pas quelque chose qui soit concret, observable, mesurable, etc. Et on est très loin effectivement du comportement. Donc, si l'objectif n'est pas formulé avec des verbes d'action, n'est pas précis, il y a un test très simple pour cela, pour vérifier si un objectif est concret. C'est le test de la caméra. Vous prenez une webcam, vous filmez quelqu'un en train de mettre en œuvre le comportement prévu à l'issue de la formation, puis vous passez la vidéo à quelqu'un d'autre et vous demandez à cette personne de décrire le comportement. Et si, ou quasiment à lui remettre même le comportement en disant est-ce que cette personne met en œuvre ou pas le comportement attendu à l'issue de la formation. S'il y a ambiguïté, s'il y a anguille sous roche, ça veut dire que en tout cas, les choses ne sont pas assez précises. Toujours dans une logique, en tout cas, de formation basée sur des objectifs. D'accord. D'où l'importance des objectifs en amont. C'est vraiment la phase cruciale. En amont ou pendant,
si la modalité, en tout cas, l'exige. Mais c'est essentiel. C'est essentiel. On est, bon, on est encore en début d'année. Ça me rappelle un peu vous savez, les résolutions de début de nouvelle année. Franchement, qui tient ces résolutions de nouvelle année? Alors, je ne connais pas grand monde souvent qui tiennent ces résolutions. Et en fait, lorsqu'on se dit par exemple, voilà, je voudrais arrêter de fumer, je voudrais perdre 10 kilos, etc. On se fixe des objectifs, mais on se fixe des objectifs aussi intermédiaires, très clairs. Si je dis à la fin de l'année, je vais avoir perdu 10 kilos, il y a très peu de chances que j'y arrive. Par contre, si je me dis, voilà, je vais me fixer comme objectif de perdre peut-être 3 kilos le premier trimestre, et pour cela, je vais aller à la salle de sport 2 fois par semaine, et je vais en parler autour de moi, etc. C'est seulement en ayant des objectifs clairs, précis, concrets, encore une fois, observables, mesurables, que je vais garder mon rythme quelque part. Si l'objectif est flou, j'aimerais perdre du poids cette année. Si c'est aussi flou que ça, si ça n'est pas précis, il y a très peu de chances que j'atteigne l'objectif. Donc, il faut vraiment imaginer que le collaborateur, lorsqu'il part en formation, parfois il ne sait même pas d'ailleurs pourquoi il va en formation, il ne sait pas l'intitulé de la formation qu'il va suivre, et derrière, on lui dit maintenant, utilise ce que tu apprends en formation. Donc, pour lui, c'est très flou. Et donc, il vaut mieux baliser le chemin, il vaut mieux être très clair sur ce qu'il est censé faire, même s'il fait des choses en plus, même s'il fait des choses supplémentaires, même s'il y a des bénéfices attribuables à la formation, mais qui n'étaient pas prévus, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut être très clair sur au moins un package de livrables, on va dire minimum, pour que derrière la formation puisse être efficace. C'est vrai que dans l'exemple que tu donnais avec les vœux de début d'année, Oui. c'est à la fois le fait de quantifier, de donner du précis, entre autres une date, quand est-ce qu'on démarre, quelles sont les échéances, etc. Mais l'élément le plus important, semble-t-il, d'après les enquêtes du MIT, c'est de montrer qu'on le socialise, c'est-à-dire qu'on le dit, qu'on le partage. Et donc, c'est aussi la place de l'environnement. Les managers, si on forme des gens, on leur apprend tout l'argumentaire produit, et l'environnement ne permet pas, on pense à la ligne hiérarchique, bien sûr, Ouais. on en cause une grosse partie du ROI. Ouais, complètement. C'est en fait l'évaluation, enfin souvent se poser des questions d'évaluation, c'est quasiment un prétexte pour s'assurer que la formation sera efficace. En fait, l'important n'est pas tant l'évaluation que finalement le fait que la formation soit efficace. Donc l'évaluation est un moyen, l'un des moyens pour rendre la formation efficace. Et le fait de se poser des questions d'évaluation, de se poser des questions d'objectifs, de se poser des questions de quels sont les comportements que vous observez en situation de travail, etc., ça permet aussi de se poser des questions, de faire un peu preuve d'empathie, de se dire dans quel environnement, dans quelles conditions les apprenants vont revenir de formation. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens, la possibilité, le temps, les personnes, les ressources de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris? Donc ça pose de sacrées questions. Et il y a un article qui est paru récemment, je crois qu'il était extrait de la Harvard Business Review, qui est paru sur le site des Échos. C'est je s'intitule « Quand la formation ne sert à rien ». Et en fait, ils ont montré que finalement, envoyer des bataillons de personnes en formation, notamment en management, leadership, etc., sans derrière penser à l'organisation du travail et à remettre en cause cela, ça n'avait strictement aucun effet. Et c'était quasiment une solution de facilité de dire les gens ne vendent pas, on va former les commerciaux, les managers managent mal, on va les former, etc. Mais former, c'est une chose. Mais la formation n'est pas quelque chose qui est coupé de l'entreprise. Elle est complètement ancrée. Ce n'est pas un événement isolé. C'est un processus avec un avant, un pendant et un après. Et si on ne pense pas à ce qui se passe avant et après l'événement de formation, si on ne pense pas un peu à ces ponts, à ces ancrages, et en essayant de ne pas voir juste ce qui va se passer pendant une journée, 2 journées, 3 journées de formation, ou des heures, peu importe, on risque de passer à côté du vrai sujet. Donc, c'est pas juste une question de formation, l'efficacité de la formation. C'est plus large. C'est vrai que souvent, ce lien entre l'univers de la formation et l'univers de l'entreprise, il n'est pas systématique. Oui. Là, je parle à titre personnel, hein, en ayant fait des différentes formations. Souvent, effectivement, on a l'impression d'avoir vécu un épisode ponctuel et de ne pas avoir finalement la possibilité de faire le transfert de ce qu'on a appris, de mettre en pratique, en tout cas, de ne pas avoir d'implication du management sur les différents apprentissages qu'on a pu avoir. Tout à fait. Et ça c'est vrai que
Et c'est un vrai défi parce que lorsque j'en parle à des responsables de formation, la réponse que j'ai souvent, c'est oui, mais après, ce qui se passe sur le terrain, c'est plus notre affaire. Alors, je suis en partie d'accord avec ça. C'est-à-dire, évidemment, ils ne sont pas responsables de ce qui va se passer après sur le terrain. Ils ne sont pas, en tout cas, complètement responsables. Par contre, ils seront rapidement accusés coupables. On dira rapidement que c'est de leur faute, de la faute des responsables de formation, des formateurs, etc., si la formation n'a pas de résultat, n'a pas, en tout cas, les effets escomptés sur le terrain. Donc, si moi, responsable de formation, je ne me saisis pas du sujet, je ne me dis pas, OK, mon travail ne se termine pas à 17 heures à la fin de la journée de formation, mais continue tant que, en tout cas, managers et collaborateurs ne se sont pas saisis des acquis de la formation pour le mettre en œuvre sur le terrain, mon travail n'est pas fini. Parce que si je ne m'assure pas qu'ils le font, derrière, ça va être très, très simple, très rapide de venir m'accuser, de me dire finalement la formation ne servait à rien. Et puis un jour, on externalisera complètement la fonction formation. Et puis voilà, on sera tranquille. On ne verra pas en tout cas quelle est la valeur ajoutée d'avoir une fonction formation en interne. Est-ce que justement cette question ne soulève pas une question plus large, où on aimerait bien mettre en œuvre, suivre la formation, où on s'aperçoit que le management est sous pression, ils perdent en visibilité, donc ils ne savent pas trop où ils vont parce que les entreprises se libèrent, sans qu'on sache trop ce que ça veut dire, mais donc ça veut dire qu'il y a un mouvement organisationnel, et donc ça veut dire que la formation lui demande de faire ce que l'ensemble de la société ne peut pas faire, quoi. Oui. Oui, complètement. Parce que c'est une solution simple. La formation a un problème qui est beaucoup plus complexe, évidemment. Et comme finalement la fonction formation est un peu victime aussi de l'organisation de nombre d'entreprises qui est le fonctionnement en silo. Et finalement, on a essayé d'avoir une fonction formation qui se voulait transversale pour, on va dire, saupoudrer la formation un peu partout. Mais la fonction formation ne peut pas faire de miracle dans une entreprise qui fonctionne en silo. Mais c'est la même chose pour toutes les fonctions finalement. Lorsqu'on demande à une fonction commerciale d'avoir des résultats, lorsqu'un directeur commercial dit on a augmenté le chiffre d'affaires, il oublie, même involontairement, qui a recruté les commerciaux, qui est-ce qui les paye, qui est-ce qui les a formés, qui est-ce qui les accompagne chaque jour, etc. Donc, toute réussite de projet entreprise est nécessairement transverse. Ça concerne toutes les fonctions. Donc, on ne peut pas, en tout cas, faire porter le chapeau à la fonction formation et se contenter de dire, il y a un problème, on va mettre de la formation. Alors ça fonctionnait peut-être. Enfin, c'est pas que ça fonctionnait, mais en tout cas, ça passait peut-être lorsqu'il y avait des budgets. On savait qu'il y avait des budgets qui étaient alloués, il y avait des obligations à ce niveau-là. Ça l'est moins maintenant. Et donc, voilà, ça, c'est l'évolution un peu du job du responsable formation. Il va être un peu plus, selon moi, transverse. Il sera plus cantonné, en tout cas, à une fonction formation. Très bien. Alors moi, je vais recentrer juste le sujet. On était censé parler des learning data. Finalement, évaluation et learning data, c'est quoi le rapport entre les deux? Alors, learning data, tout ce qui relève des données, finalement, lorsque je parlais en introduction, lorsque tu me posais la question de la définition de l'évaluation, je disais l'évaluation, c'est un jugement, c'est porter un jugement de valeur, mais ce jugement doit reposer sur des mesures. Et lorsqu'on parle de learning data, on est typiquement dans ce cadre. C'est-à-dire qu'on a besoin de mesures, on a besoin de données, on a besoin de data pour porter un jugement qui soit quand même relativement pertinent. Actuellement, qu'est-ce que l'on a comme data dans les entreprises, comme données et tout à l'heure, c'est lui qui me posait la question de qu'est-ce que font les entreprises. On évalue surtout des choses qui sont assez simples. On va demander finalement aux apprenants s'ils étaient contents de la formation. Ça, c'est pour la partie présentielle. On leur fait passer des questionnaires de satisfaction et puis on va avoir des données qui vont nous permettre de calculer des taux de satisfaction et on va réagir surtout en cas d'alerte. Donc voilà, si j'ai du rouge ou que j'ai une très mauvaise note, etc., je vais réagir, mais ces données-là ne sont pas suffisamment exploitées. Ça, c'est pour la partie présentielle. Pour la partie en ligne, c'est l'un des avantages, en tout cas, du digital learning, c'est que ça a permis de mesurer, de collecter davantage de données, davantage de data. Le fait que les personnes, déjà, se connectent lorsqu'ils vont suivre une formation.
leur engagement, le temps qu'ils restent lorsqu'ils ils ouvrent une session, leurs résultats au quiz, etc. Donc, ça permet de collecter tout un ensemble de données qui nous permet de suivre plus attentivement l'activité de l'apprenant. Alors, ça, c'est intéressant. Je fais une petite parenthèse, mais c'est que le digital learning a permis de se rendre compte de certaines choses. En tout cas, a permis de mettre des chiffres sur des choses que l'on savait déjà, mais que l'on ne conscientisait pas forcément. C'est que on mesure, on s'intéresse surtout à l'engagement de l'apprenant. Est-ce que lui va vraiment se connecter? Est-ce qu'il va faire les activités à fond? Voilà. Et finalement, lorsque c'était du présentiel, on n'avait pas ces données-là. On n'avait pas ces données-là. Donc, moi, je pouvais très bien aller suivre une formation, arriver à 9 h. À 10 h, j'étais déjà sur mon téléphone, j'étais sur Facebook, etc. Je ne suivais plus rien et j'attendais impatiemment 17 h de sortir de la salle de formation. Si je n'avais pas un formateur qui venait me réengager, me remobiliser, etc., je pouvais passer toute la formation comme ça. Donc, le digital learning a reposé ces questions-là. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc, pour dire que de plus en plus, on a toutes ces données. On a toutes ces données qui doivent nous permettre d'améliorer justement de plus en plus la qualité de nos formations, d'améliorer l'apprentissage. Mais c'est un peu le syndrome du réverbère, c'est que lorsqu'on perd ses clés, on cherche là où il y a de la lumière. On va chercher sous le réverbère et on ne va pas forcément aller chercher les clés ailleurs où il y a de l'ombre, etc. Et le problème aujourd'hui des données, c'est qu'elles sont forcément partielles. C'est-à-dire que les learning data, encore une fois, concernent surtout, on y reviendra, mais les niveaux 1 et 2 de Kirkpatrick, savoir est-ce que les gens sont satisfaits de ce qu'ils ont suivi en formation. Ça, c'est les questionnaires classiques. Et après, qu'est-ce qu'ils ont appris en termes de connaissances, etc. Lorsque la formation se fait en ligne. Oui, c'est-à-dire qu'on va rester dans le périmètre de la formation. Exactement, voilà, tout à fait. Et ça me rappelle une infographie, enfin un petit dessin que j'ai vu passer hier, où on avait un responsable formation qui arrive et qui est tout content de dire « Ouais, c'est génial, les gens sont contents des modules de formation qu'ils viennent de suivre. » Et puis, en plus, ils sont connectés. Enfin bref, voilà, nos modules de formation on rencontre un grand succès. Et en face, on voit un homme et une femme, certains des dirigeants qui sont comme ça, mais ils ont l'air dépités. Et derrière, on voit les chiffres de vente et de satisfaction des clients qui sont à la baisse. Et donc, pour dire qu'on a vraiment de langage, c'est-à-dire que voilà, nous, on reste très focalisé sur l'objet, le produit formation en tant que tel. Et je pense que toute cette logique d'évaluation de learning data gagnerait à venir, on va dire, faire des liens aussi avec les autres données, les autres indicateurs de l'entreprise pour que ça ait du sens. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on parle de relations apprenantes, c'est-à-dire au lieu de réinterroger la formation sur les catégories, les compétences, qui est l'offre de formation, on vise sur la demande avec un suivi, avec toutes ce que permet tout ce qui est la data et donc tout ce qui est e-learning, ce qui permet justement d'avoir une relation, comme il existe des relations clients, ce type d'éléments. Est-ce que c'est de cette nature-là? Oui, complètement. C'est une belle comparaison, une belle image. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre, encore une fois, si je reprends l'exemple pour parler de méthode agile, le parcours de formation, etc., on ne peut pas imaginer qu'un même groupe de personnes maintenant, en tout cas si on veut être efficace, c'est pas comme ça qu'on doit le penser, on ne peut pas imaginer qu'un même groupe de personnes suivent le même parcours de formation pendant des mois, au même titre que voilà, je serai client, je me connecte maintenant, je peux, sans faire de publicité, mais sur un site de commerce en ligne très très connu, et que finalement on ne me propose pas des choses différentes selon mon historique, selon mon profil, etc. Donc il y a forcément la relation change. On ne peut pas considérer qu'un même produit de formation puisse convenir à tout le monde. Donc maintenant, lorsqu'on parle de recentrer, d'être un peu learner-centric, d'être vraiment focalisé sur l'apprenant, ça réinterroge complètement toute la chaîne de valeur de la formation et ça doit repenser complètement notre fonction, notre action. On est presque dans le domaine de la différenciation pédagogique. Exactement. Et avoir dans la formation initiale. Mais là, effectivement, avec l'ensemble des datas qui sont disponibles, on peut vraiment effectivement décliner une offre de formation sur mesure. Exactement. Et parce que là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de formation au sens formel, mais après toute la formation informelle, je peux devenir quasiment un expert du sujet sans jamais de suivre de formation au sens formel, au sens classique du terme, sur
tout ce que je vais lire au quotidien, les vidéos que je vais regarder, les échanges que je vais avoir avec les experts, etc., tout cela contribue à mon apprentissage. Donc, c'est plutôt l'apprentissage informel par rapport à la formation, l'apprentissage formel assez classique. Et tout ça, aujourd'hui, ce ne sont pas des informations, ce ne sont pas des données qui sont naturellement collectées. Ou alors, si elles sont collectées lorsque je suis en ligne, c'est collecté par mon navigateur web, mais ce n'est pas, par exemple, collecté par le LMS potentiel de mon entreprise. Donc, ça veut dire que la grosse partie de ce que j'apprends au quotidien n'est pas captée par le LMS de mon entreprise. C'est un petit souci. Et effectivement, c'est un vrai problème, mais c'est un problème social, c'est-à-dire de redéfinir ce qu'est la personne ou l'individu, c'est pas tout à fait la même chose, et après se dire comment je socialise tout ça. On voit beaucoup de partenaires sociaux qui disent on ne peut pas avoir des traceurs, des cookies, pour que ces données-là, on ne sait pas trop ce qu'elles sont amenées à faire, alors que si on reste sur la version classique, un peu obsolète, mais dans ces cas, on sait ce qu'on surveille, voilà, et donc il y a un doute qui se fait par rapport aux entreprises. Donc ça pose vraiment des questions à redéfinir. Alors, des questions toutes simples, hein. Comment j'apprends hors temps de travail, pendant le temps de travail. Donc, il faut poser des règles et donc on a besoin de travail social pour définir les frontières. Complètement, complètement. Et c'est vrai que rien que ça, cette question du temps de travail, moi j'ai des clients qui tout simplement me disent, mais en fait, rien que le fait, c'est un vrai challenge de convaincre les partenaires sociaux de permettre à certains collaborateurs, à certains agents ici pour le coup, d'accéder à des modules de formation une fois qu'ils sont rentrés chez eux, etc. Parce que ça est considéré comme du temps de travail, donc ça signifie que ce sont des heures supplémentaires, etc. Enfin voilà, tout ça fait que c'est peut-être par la formation qu'on va réinterroger finalement beaucoup de choses, y compris l'organisation et le management. Alors, on parlait du learning data. Oui. Les data, quelle méthodologie suivre finalement pour avoir une grille d'évaluation de la formation? Alors, j'espère que voilà, comme tu es spécialiste du modèle Kirkpatrick, tu vas nous en dire un peu plus. Alors, oui, Kirkpatrick, alors là, c'est intéressant parce qu'on parle de learning data, donc c'est plutôt, on va dire, récent, et en tout cas dans le concept. Là, Kirkpatrick, par contre, là, c'est plutôt ancien. C'est plutôt ancien, mais on va voir que ça reste quand même moderne, notamment dans son actualisation. Donc, Kirkpatrick, Donald Kirkpatrick, c'est un chercheur américain qui, en 1959, c'est pour ça que je dis ça ne date pas d'hier, s'est posé cette bonne question un jour, qu'est-ce que l'on peut attendre d'une formation? Et il a identifié quatre effets, quatre résultats possibles. Donc, il a appelé, lui, après les quatre niveaux d'évaluation. D'ailleurs, c'est à noter que lui n'a jamais parlé de modèle de Kirkpatrick. Tout le monde parle de modèle de Kirkpatrick, mais pour lui, ça n'a jamais été un modèle au sens scientifique de terme. Il a juste dit, voilà, c'est 4 niveaux et c'est ce que je conseille d'évaluer. Et il a rédigé 4 articles pour ce qui était alors la STD, voilà, donc l'association des responsables formation aux États-Unis. Et donc, il a pensé à ces 4 niveaux. Niveau 1, il appelait réaction. C'est est-ce que finalement les apprenants réagissent positivement à la formation. C'est ce que on appelle souvent aussi l'évaluation de la satisfaction, ou ce qu'on appelle en France l'évaluation à chaud. Première chose, voilà, est-ce que j'ai passé un bon moment en formation? Je caricature volontairement, mais est-ce que le formateur était sympa, est-ce qu'il a fait le job, est-ce qu'on a bien mangé le midi, etc. Lorsqu'on regarde certains questionnaires d'évaluation, je fais une parenthèse, mais un client qui avait 35 questions dans son questionnaire d'évaluation, il y avait juste 5 questions sur la restauration du midi. D'accord. Oui. Donc ça, c'est intéressant, hein, l'entrée, le plat, le dessert, le trou normand, etc., le café. L'image que l'on renvoie de la formation dans ce cas-là, c'est que la formation, c'est un endroit où on doit bien manger. Par contre, si on a appris quelque chose, c'est secondaire. Niveau 2, apprentissage, qu'est-ce que l'on a appris à l'issue de la formation? Donc c'est bien la moindre des choses que d'attendre une formation qu'elle forme, qu'elle permette d'apprendre. Donc là, est-ce qu'on a pu acquérir, donc on pourra débattre des termes, mais des connaissances, des capacités, des compétences, mais bref, est-ce que je sors de la formation intellectuellement ou habilement enrichi? Niveau 3, comportement, ce qu'on appelle aussi le transfert des acquis, et ce qu'on appelle aussi en France l'évaluation à froid. Alors je dis bien en France parce que là, pour le coup, là c'est du franco-français, il n'y a nulle part ailleurs dans le monde on parle d'évaluation à chaud et à froid. On ne dit pas hot evaluation, cold evaluation, ça n'existe pas. Et souvent, on fait référence au modèle de Kirkpatrick. C'est-à-dire, on dit par exemple KP1 pour Kirkpatrick 1. Donc voilà, c'est comme ça qu'on parle de niveau.
Et là, c'est vraiment peut-être l'un des niveaux les plus importants, parce que c'est le moment où les acquis de la formation cessent d'appartenir exclusivement à l'apprenant, et donc sont réinjectés au poste de travail, donc elles sont réinjectées dans l'entreprise. Qu'est-ce que j'utilise par rapport à ce que j'apprends en formation? C'est ça la question du niveau 3. J'ai appris les choses niveau 2. Est-ce que je m'en sers niveau 3? On en reparlera, mais en moyenne, on estime qu'il y a 10 à 30% des acquis de la formation qui sont utilisés en situation de travail. Ça signifie, dans le pire des cas, il y a 90% de la formation qui ne se transforme pas en compétences utiles en situation de travail. S'il y a des directeurs financiers, des directeurs financières qui nous écoutent, on va y revenir, il y a des méthodes pour ça. Il y a moyen de relever ce défi. Et niveau 4, résultat. C'est vraiment l'impact de la formation sur les résultats de l'entreprise. Donc, je reprends mon modèle, pour prendre un exemple volontairement simple. Je suis une formation commerciale niveau 1, j'ai passé un bon moment, le contenu était intéressant, c'était pertinent, etc. Niveau 2, j'ai appris les choses, j'ai appris les phrases clés à sortir à mes clients, les techniques d'écoute active, de reformulation. Niveau 3, je les utilise face à mes clients en entretien clientèle. Et c'est validé peut-être par mon binôme, par mon manager, peut-être par le client lui-même. Niveau 4, ça a un impact sur l'évolution du chiffre d'affaires, des ventes, etc. Donc ça, c'est vraiment un modèle simple de demeurant, simple à comprendre, et qui a structuré nombre de pratiques d'évaluation. Donc là, on a les 4 étages de la fusée, finalement. C'est ça. Mais aujourd'hui, dans l'entreprise, on s'arrête souvent au premier ou au deuxième étage. C'est ça. Difficile d'aller au-delà. Tout à fait. Pour quelle raison? C'est la grande distinction que je fais entre qualité et efficacité. C'est-à-dire que je dis souvent, aujourd'hui, on évalue plutôt la qualité de la formation, c'est-à-dire la formation en tant que produit. Est-ce que j'ai été satisfait de la formation et est-ce que cette formation a fait le job? C'est-à-dire, est-ce qu'elle m'a permis d'apprendre? C'est la qualité du produit, formation du produit. Par contre, ça ne veut dire en rien si elle a été efficace. Et efficace notamment par rapport à la commande mentale dans l'entreprise. Est-ce qu'elle a permis aux collaborateurs de devenir plus compétents en situation de travail? Est-ce que ça a eu un impact sur l'entreprise? C'est vrai qu'aujourd'hui, les pratiques d'évaluation restent encore majoritairement scotchées, engluées dans les niveaux 1 et 2. Donc, tout reste à faire. Tout reste à faire. La notion de qualité repose en fait la question de quoi on parle, de l'évaluation. Parce que la qualité, ça peut être une qualité produit, Oui. Produit de formation, ou une qualité d'usage, en disant est-ce que ça a été, la transmission a eu lieu, est-ce que la transmission a pu se mettre en œuvre? Et donc, on retourne sur la même question avec un mot différent. Oui, complètement. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, au sens de on a beaucoup parlé de qualité de la formation ces derniers temps, et c'est vrai qu'au sens de la loi, le fameux décret de qualité, on est plus dans une logique un peu normative, où on se dit finalement, et de qualité, une formation qui est a priori dispensée par un organisme de formation dit de qualité, et donc qui a satisfait à différentes exigences, etc. Donc c'est vrai que le poids des mots, il faut toujours redéfinir le... Puisqu'on commence à arriver vers la fin, simplement, en parlant de qualité, on se dit, est-ce que finalement, les labels, les normes AFNOR, ce sont des indicateurs de bonne formation? Alors, selon moi, ce sont des indicateurs du professionnalisme des prestataires de formation. Maintenant, c'est une partie de la réponse, selon moi. Mais ça ne dit en rien que la formation derrière sera obligatoirement de qualité. Il y a une présomption de qualité. Et encore moins qu'elle sera efficace. Donc, c'est bien de travailler. Je peux très bien acheter une voiture fabriquée par tel constructeur automobile qui est certifié ISO. Ça me dit juste que la manière dont a été fabriquée ma voiture a suivi un ensemble de processus, etc. C'est très bien. Donc, je préfère ça plutôt que l'anarchie. Mais derrière, je peux très bien, moi, ne pas être satisfait de la voiture que j'ai achetée. Elle peut tomber en panne, etc. Donc, pour différentes raisons, je pense que c'est bien, c'est d'avoir des labels, des certifications, c'est une chose, mais ne pas se limiter à ça. Et donc, derrière, ça doit être contrebalancé aussi par le fait d'avoir tout un ensemble de mesures, d'indicateurs, de data, justement, qui permettent de s'assurer que le produit fabriqué dans une organisation qui, elle, est labellisée, certifiée qualité, etc., que mon produit est quand même de qualité et accessoirement efficace. Donc, il faut rester pour les 4 autres épisodes pour pouvoir avoir la suite et donc pouvoir savoir ce qui est bien. Une dernière question, Sylvie?
Non, mais je pense qu'on a bien abordé le sujet, en tout cas. Moi, je reste effectivement dans l'attente de savoir finalement par rapport à une réaction à chaud, une réaction à froid. Souvent, il y a un écart de degré de satisfaction. Et je pense que tout l'intérêt de mesure d'efficacité de la formation, c'est de savoir comment on peut réduire cet écart et faire en sorte que la formation puisse être efficace au sein de l'entreprise et qu'on puisse avoir un transfert vraiment de qualité de l'apprentissage au niveau des formations qu'on a pu suivre. On saura tout ça dans les prochains épisodes. On a les deux pour cet épisode, qui est un épisode introductif. On va pouvoir voir la suite et rentrer dans le concret avec l'épisode qui va suivre. Donc, merci à tout le monde. N'hésitez pas, à tous ceux qui ont des commentaires, on est d'accord, pas d'accord, vous avez des envies, des avis, mettez-les en bas. Ça nous permet, nous, d'avoir de la visibilité. Ça sera retranscrit à Jonathan pour qu'il puisse répondre s'il y a besoin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.